Bon après-midi à tous. Avant de commencer, un grand merci au CNA et puis à Nicolas en particulier pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est la première fois. Je suis vraiment ravi. Donc évidemment, je vais vous parler de Big Data, mais je vais focaliser aujourd'hui ma présentation sur un aspect qui est essentiel et qui est présent souvent à différents étages dans ces mécanismes et dans ces algorithmes d'analyse de type Big Data, d'intelligence artificielle. C'est une question qui est lancinante, que les statisticiens se posent depuis plusieurs décennies, voire les fondements de la classification et du clustering ont été posés au début du siècle dernier. Et j'essaierai donc d'appliquer ces différents types de techniques, classification et clustering, à l'audiologie évidemment. Alors simplement, pour situer très simplement la différence entre une classification et ce qu'on appelle un clustering, eh bien en fait, dans le cas de la classification, comme vous le voyez ici, c'est une approche qui est complètement supervisée. On considère que les individus vont être attribués à une classe, le nombre de classes est connu, la nature des classes est connue, et on fait l'hypothèse et on assume que chaque individu dans la base de données est déjà doté d'une étiquette, comme l'a montré Antoine tout à l'heure dans son topo. Et donc, par exemple, dans un cas très simple, si on imagine des spécimens ici du règne animal, que vous reconnaissez très facilement, eh bien, si chaque animal dispose d'une étiquette et qu'on a défini un certain nombre de classes, eh bien, il est très facile, ces spécimens, comme vous le voyez ici, de les associer, de les trier, de les séparer. Et dans un cas comme celui-ci, on a évidemment 6 classes. C'est ce qu'on appelle la classification et tout est entièrement supervisé. Une approche complémentaire, c'est l'approche de type clustering, où là, on fait l'hypothèse. L'idée, c'est de regrouper des données dans des groupes qui vont être assez homogènes, qui vont être similaires, mais les individus n'ont pas d'étiquette a priori. Ils sont simplement caractérisés par des attributs, vous vous en doutez ici, avoir des plumes, avoir 2 membres postérieurs, 2 membres antérieurs. Est-ce que l'animal utilise ses 4 pattes ou 2 pattes? Il peut y avoir tout un tas d'attributs et les algorithmes vont essayer de construire des groupes. Par exemple, vous pouvez très bien décider, c'est le data scientist qui va décider par exemple de construire 2 classes. Et par exemple, il peut décider de déterminer donc 2 clusters, en l'occurrence ici, sur des attributs biologiques. Vous vous en doutez ici, par exemple, d'un côté les mammifères, de l'autre les oiseaux. Le clustering est une approche non supervisée. Le même data scientist pourrait aussi très bien décider de regrouper ces individus en 2 clusters, mais cette fois-ci, par exemple, sur des critères géographiques, comme vous le voyez ici. On imaginerait par exemple une situation dans laquelle les animaux qui vivent en Europe se regroupent ensemble et des animaux qui vivent hors Europe pourraient se regrouper ensemble. Donc ce qu'il faut bien retenir, voilà, c'est cette approche qui est d'un côté pour la classification supervisée, généralement pilotée par des experts du domaine, et puis sur la droite, des approches non supervisées. Alors qu'est-ce que ça donne, cette différence entre classification et clustering dans le cas de l'audiologie? Et bien évidemment, pour les comparer, pour les mettre dos à dos, il nous faut une base de données, et si possible une base de données assez conséquente. Donc pour cela, on a une collaboration, et ça a été l'objet d'une thèse CIFRE, avec la société Amplifon ici, qui dispose d'une base de données de plus d'1 million d'audiogrammes. Ça a été une collaboration avec l'INSERM et l'Institut des neurosciences de Montpellier. Et donc, j'ai fait une extraction de cette base de données. Je n'ai pas considéré les 1 million d'individus parce que pour un cours comme celui-ci, le nombre aurait été beaucoup trop grand. Je me suis limité à un nombre de 14 000 individus. J'ai sélectionné des individus qui avaient plus de 50 ans, une surdité symétrique, et qui avaient été reçus entre 2017 et 2021 dans des centres de correction auditive. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, hein, j'ai représenté en gris tous les audiogrammes ici superposés, donc ça ressemble à un amas de données, mais évidemment, dans cette base de données, vous le savez tous mieux que moi, il y a des profils audiométriques, on va dire, assez réguliers, et puis il y a des profils audiométriques un peu plus rares, comme vous le voyez ici, avec des exemples ici de surdité prédominante dans les aigus, et puis il y a parfois des surdités, des audiogrammes plats, et puis il y a aussi des audiogrammes ascendants, comme vous le voyez ici. Et donc l'idée, ça va être ici de challenger les algorithmes de classification et les algorithmes de clustering sur cette base de données qui compte 14 000 audiogrammes. Alors si on commence par la classification, vous l'avez compris, c'est la technique la plus simple des deux.
Donc la classification que vous avez tous, que vous pratiquez tous les jours en laboratoire, qui est implémentée par défaut dans les logiciels d'audiométrie tonale, c'est la classification suivant le degré de surdité. Donc les paramètres ont été redéfinis récemment dans cette revue. J'ai éliminé ici les deux classes de surdité les plus sévères, parce que tout simplement elles n'apparaissaient pas dans la base de données, pour des raisons évidentes de recrutement. Et donc, on a, à l'aide de ces critères de classification, on a étiqueté informatiquement chacun des audiogrammes, et puis ensuite, on les a attribués dans la classe correspondante, et on a trouvé un nombre très faible, évidemment, d'audiogrammes de type qui rentrent dans la catégorie normale, et c'est tout simplement lié au recrutement, puisque ici, ce sont des patients qui poussent la porte d'un cabinet d'audioprothèse. Donc, évidemment, il y a très peu de profils de type audiométrique normal. Évidemment, lorsqu'on a étendu la classification, lorsqu'on a extrait les individus du groupe donc surdité légère, on obtient à peu près 9% d'individus, 50% d'individus avec une surdité légère moyenne, surdité donc normale légère moyenne, pardon, moyenne à sévère à peu près 36%, et puis pour les sévères à peu près 6%. Donc cette classification est intéressante, vous l'utilisez tous dans la vie de tous les jours, elle permet de corréler les résultats obtenus entre bases de données dans différents pays du monde, mais elle a un inconvénient majeur que vous avez tous évidemment en tête, c'est qu'en fait, cette classification, elle ne restitue pas la diversité audiométrique. Par exemple, si on regarde ces deux audiogrammes qui font tous les deux partie de ce groupe ici gigantesque de 48% des individus, eh bien les profils audiométriques sont très différents, avec probablement des mécanismes physiopathologiques associés très très différents. Donc pour compenser cette classification, qui est plutôt une classification, je dirais presque purement acoustique, eh bien des classifications basées sur des critères plutôt physiopathologiques ont été proposées, notamment suite aux très riches et très nombreux travaux de Schucknecht dans les années 70, qui a, vous le savez, prélevé des cochlées humains sur des cadavres pour lesquels les médecins disposaient de l'audiométrie tonale notamment. Il a observé la strie vasculaire, il a compté les cellules externes, internes, les neurones, et donc il a proposé une première classification sur des attributs physiopathologiques. Donc vous les voyez ici, les 4 classes qui ont fait l'objet des premiers travaux. Donc en bleu, profil normal, en vert, profil plutôt audiogramme tonal plat, que les chercheurs avaient plutôt associé à des désordres métaboliques, plutôt des problèmes de fonctionnement de la strie vasculaire. Le profil audiométrique que vous voyez ici en orange pour les high frequency hearing loss, et puis le profil plutôt mixte en violet avec donc là probablement des mécanismes à la fois des désordres métaboliques et à la fois sensoriels. Donc même chose, nous avons refait la même analyse, nous avons passé à la moulinette la base de données avec cette fois-ci ces quatre classes. Ce qu'il en ressort, comme on l'avait vu dans la première étape, c'est qu'il y a très très peu de profils de type normal, suivant la classification de Schucknecht. 4,5% d'audiogrammes qui entrent dans la catégorie flat, 0,3% dans la catégorie high frequency hearing loss, qui est extraordinairement petit par rapport à l'expérience que vous devez tous faire dans la vie de tous les jours de ce type de profil. Et puis 22% dans la classe la plus grosse, si je puis dire, des surdités mixtes. Et donc, vous l'avez bien compris, l'inconvénient avec cette approche qui est guidée, on va dire, par la physiopathologie, c'est qu'en fait, eh bien, il y a 73% des individus qui sont complètement non classés à l'aide de ces uniquement 4 critères. Donc voici pour la partie classification. Regardons maintenant ce qui se passe du côté du clustering. Est-ce que le clustering peut faire mieux que ce type peut corriger, compenser ces deux limites que nous venons de voir? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment le clustering, c'est une approche qui est beaucoup plus difficile que la classification, qui pourrait très bien se faire très facilement dans Excel. Pour faire du clustering, il faut des algorithmes, il y a une diversité algorithmique très importante. J'ai cité ici donc un schéma d'une revue que vous pouvez trouver facilement dans la littérature. Vous avez des méthodes qui consistent à minimiser l'intraclasse, maximiser l'interclasse, des méthodes qu'on appelle de centre de gravité. Vous avez les méthodes agglomératives, vous avez les méthodes de type densité de probabilité, et puis vous avez les méthodes paramétriques, notamment avec des mélanges gaussiens. Donc je passe les détails, c'est une branche entière, vous vous en doutez bien, de la science computationnelle.
On a développé, nous, au laboratoire, dans le cadre de la thèse CIFRE dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a développé une approche particulière qui consiste, dans un premier temps, à observer, à proposer une analyse en composantes principales des données. L'analyse en composantes principales, c'est une technique qui permet de visualiser les données en les projetant dans un plan uniquement à 2 dimensions, en essayant de maximiser la variance des données. Et donc, on observe ici... Chaque point ici dans cette représentation représente un audiogramme, donc un patient en particulier, puisque la surdité était symétrique. Vous avez ici sur l'axe des abscisses la première composante qui capture à elle seule 52% de la variance, et puis sur l'axe vertical que vous voyez ici, la seconde composante. Vous voyez que si on somme ces 2 pourcentages, on obtient 80%, ça veut dire que cette représentation, elle résume à 80%, pour le dire simplement, l'information. Donc c'est quelque chose qui représente assez bien les données, c'est la première information. Et la deuxième information, qui est un peu décevante, c'est que vous voyez ici, il n'y a pas de cluster, on ne voit pas émerger des nuages de points un peu séparés, c'est plutôt une sorte d'agrégat, de continuum, ce qui veut bien dire qu'en fait, il y a une sorte de continuum, il n'y a pas de cluster isolé, de profil audiométrique isolé, comme on peut le penser parfois naïvement. Donc on a exploré cette base de données et puis on a essayé d'extraire des profils audiométriques qui se ressemblent un petit peu. Donc pour cela, on a appliqué un algorithme de classification de type agglomératif hiérarchique avec des critères d'agrégat, des distances, et on a arbitrairement demandé à l'algorithme de nous créer 100 clusters, tout simplement parce que, comme on a à peu près 10 000 audiogrammes, 100 clusters, on s'attend à avoir une moyenne à peu près de 100 individus par cluster, ce qui permet de faire des statistiques. Et donc vous voyez sur cette représentation des exemples représentatifs. Donc ici vous avez cluster numéro 1 qui est plutôt situé sur la gauche du graphique, avec ici 70 individus qui ont été classés dans ce cluster, avec en très fin les audiogrammes individuels et en très épais la moyenne. Et puis évidemment, on peut avoir le cluster 10, le cluster 20, je saute par pas de 10 les différents clusters. Vous les voyez, ce sont des participants qui sont très proches dans la projection de gauche et des formes qui sont relativement homogènes. On a des surdités plates, on a des surdités en U, en pont, des descendantes, jusqu'à la surdité ici, l'ultime, le cluster 100 que vous voyez ici, avec à chaque fois le pourcentage occupé dans la base de données. Alors ensuite, ce qu'on a fait tout simplement, on a isolé pour chacun de ces clusters l'audiogramme tonal moyen, qui est une sorte de représentant du cluster. Et puis ces différents clusters, on les a représentés, superposés, replacés dans l'axe en analyse en composantes principales que vous voyez ici. Donc chaque petit pattern ici représente un audiogramme tonal moyen. J'ai enlevé les axes des fréquences et du niveau pour pas trop surcharger, mais pour garder la notion de surdité, j'ai utilisé un code couleur. Donc en bleu, la perte auditive moyenne, donc mesurée à 500 000, 2000, 4000, elle est de 20, et en rouge, la perte auditive moyenne, vous le voyez, est de l'ordre de 70 dB HL. Donc on voit très bien qu'il y a un gradient qui va de la gauche vers la droite. Les auditions normales, on va dire, ou les surdités légères seront plutôt à gauche, et les surdités sévères seront plutôt à droite. Donc en fait, on a eu l'idée finalement de refaire appel à ce bon vieil algorithme de classification, et on les a fait travailler ensemble, plutôt que de les faire travailler séparément, c'est-à-dire qu'on a réanalysé ces centres de masse de centre de gravité de chaque cluster, et on les a coloriés, si je puis dire, en fonction de des couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure pour les types de surdités normales, audiogramme normal, légère, moyenne, etc. Et on retrouve bien, comme on l'avait anticipé dans la diapo précédente, une sorte de gradient ici qui va de gauche vers la droite, qui est aligné avec la première composante, ce qui a du sens, puisque ça veut dire que c'est vraiment la part la plus importante de l'information dans le pattern. On peut également mixer cette partie clustering qui est faite au préalable avec une partie classification, en isolant, dans ce pattern que vous voyez ici, les audiogrammes suivant la classification issue des travaux de Shuknecht. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas trouvé de profil de type normal. C'est ce qui était attendu au vu de la nature de la base de données. On a trouvé quelques clusters ici de type flat qui sont plutôt orientés qui sont plutôt distribués dans cette zone. On n'a pas du tout trouvé de profil de ce type high frequency hearing loss. Et les surdités mixtes, on les a ici. Mais j'attire votre attention encore une fois sur l'énorme manque dans cette base de données. Vous voyez très très bien qu'il y a une part très très importante de profils audiométriques à l'heure actuelle qui ne sont pas expliqués par ces modèles
physiopathologiques issus des travaux de Shuknecht. Donc il y a énormément de travail à faire là-dessus. Donc pour résumer, la classification et le clustering, ce sont des techniques vraiment informatiques qui sont souvent mises dos à dos. Et je dois dire que c'est généralement pour deux raisons. La première raison, c'est que souvent, et dans les années, elles ont été mises dos à dos parce que souvent les bases de données sont trop petites. Donc quand les bases de données sont trop petites, les données sont bruitées. Et donc, il est parfois difficile de mettre d'accord la personne qui fait la classification et la personne qui fait le clustering. La deuxième raison, qui est beaucoup plus, que vous comprendrez tous beaucoup plus facilement, c'est que la classification, généralement, elle est guidée par la connaissance de l'expert, en l'occurrence le médecin ORL pour nous. Et le clustering, généralement, il est fait par des ingénieurs. Et vous le savez très bien, c'est parfois pas facile de faire communiquer ces deux mondes ensemble. Il faut vraiment des personnes, des médecins qui soient très conciliants avec les ingénieurs et des ingénieurs qui soient très souples avec des médecins. Mais quand on a des grandes bases de données, et c'est le cas, donc je l'ai présenté ici très simple sur 10 000 individus, mais je vous l'ai dit, au labo, on a cette base d'1 million d'audiogrames. Et bien quand on a des énormes bases de données, on peut, le fait qu'il y ait un nombre énorme d'individus, ça fait baisser, entre guillemets, le bruit de mesure, et on peut faire émerger des patterns, comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, avec des gradients de surdité qui peuvent mimer des effets d'âge, qui peuvent mimer des effets de surdité accélérée. Et donc, évidemment, il ne faut plus les opposer, et maintenant, avec les entrepôts de données dont tu disposes, il faut absolument que ces entités travaillent ensemble, et c'est ce qu'on essaie de faire à Montpellier, à l'INM. Et puis, évidemment, c'était dans le titre, quels sont les apports? Eh bien, évidemment, hein, si toute cette communauté travaille ensemble, le premier apport qui sera significatif et important, le premier chantier, c'est absolument de revoir ce type de poursuivre hein, ces travaux, la classification de Shuknecht, avec, évidemment, il faut absolument qu'on s'intéresse à ces profils ici qui sont plutôt en noir. Et puis, le deuxième intérêt, évidemment, c'est la réhabilitation prothétique. Quand on aura bien avancé sur ces profils auditifs, eh bien, évidemment, on pourra étendre ce type d'analyse, de type clustering, classification, en utilisant l'audiométrie tonale, mais le seuil vocal dans le cadre, dans le bruit, les seuils d'inconfort, utiliser toutes ces données pour construire des clusters très homogènes et, évidemment, pour aider et guider les algorithmes d'intelligence artificielle, pour vous aider dans vos choix de réglage, notamment. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des projets de classification de patients, parce que je pense que ça nous manque dans notre pratique. Merci.